Bon, bah écoutez, nous entamons notre dernière ligne droite cet après-midi. Comme à peu près chaque année depuis maintenant de longues années, on essaye d'avoir un éclairage international. Et donc, on a demandé à notre ami Olga Rassus de nous aider et de préparer cet après-midi, qui sera, comme vous le savez, non pas interrompu, mais enrichi évidemment par l'arrivée de la ministre et de ses collaborateurs vers 16 heures. Et puis elle assistera à la fin de la table ronde. Et puis ensuite, elle prendra la parole, mais ce sera un autre moment. Je voudrais juste, un petit clin d'œil, mais quand même, remercier tout spécialement Paul Garassus et aussi... est-ce qu'il est là? Jean-Yves Graal, d'avoir été là aujourd'hui, parce que pour eux, c'est un jour un peu particulier, puisque c'est le jour de leur anniversaire. Donc on les remercie. Voilà. Et pour Paul, c'est pas n'importe quel. Voilà. Bienvenue au club. Oui, je devrais te remercier, mais je ne vais pas le faire parce qu'il y a de l'ironie là-dessous et j'aurais préféré que ça ne sache pas trop. Merci d'abord d'avoir pensé au sujet Europe pour intervenir avec vous. Je vais même dire pour vous. L'idée de montrer que l'espace libéral de santé ne se limite pas à nos frontières hexagonales, qu'on est capable de parfois pousser quelques limites théoriques. Je dois dire que ce n'est jamais très simple, mais en même temps, quand on y arrive, on a le privilège, la chance, l'avantage de vous en présenter quelques résultats. Alors, habituellement, je dis qu'il n'y a toujours qu'une star dans la réunion, c'est la salle. On a gardé ce principe en tête pour dire qu'on aura 3 intervenants. On a demandé de faire des présentations courtes, argumentées, mais surtout pour permettre ce temps d'échange qui nous est cher et qui, je pense, vous est cher. Mais aujourd'hui, on a une deuxième star absolue et on est très, très honoré de pouvoir accueillir Madame la Ministre. C'est une chance, là encore, mais c'est peut-être aussi une chance qu'on a méritée. Du moins, les organisateurs de la Baule, 13 ans d'existence, une thématique reconnue, un lieu spécifique d'échange entre la médecine libérale et les agences régionales. Je ne connais pas d'autre endroit où ce privilège de la confiance réciproque s'exprime. Très rapidement, pour justifier ma présence, expliquer un petit peu quels sont les arguments qu'on va chercher alors à développer. C'est bien, je suis déjà parti dans le mauvais sens. Merci de me recaler dès que possible. On avait révisé avant, c'est super, ça marche toujours bien. Je voulais 2 secondes vous rappeler qu'est-ce que l'Union européenne des hôpitaux privés que je préside depuis 3 ans. C'est donc une fédération de fédérations. On est à Bruxelles. J'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par Ilaria Giannico, qui est juste derrière, qui va faire une jolie photo pour tweeter tout ça à nos amis de Bruxelles. Et on travaille de façon fédérative avec 3 objectifs. Faire remonter les problématiques des États membres au niveau européen, faire descendre les informations pertinentes européennes qui peuvent se décliner au niveau national. Et puis, 3e chose, avoir ce networking au niveau bruxellois où d'autres groupes sont en effet représentés, médecins, industrie, administratifs, monde académique, pour essayer de partager nos réflexions communes sur l'optimisation des systèmes de santé. Notre sujet aujourd'hui, c'est en effet la médecine dans l'ensemble des systèmes de santé. Je rappelle toujours à ce propos que l'Europe est une île au niveau international. Pourquoi? Puisque la moitié des dépenses de protection sociale, c'est notre espace commun. Donc on est à la fois un exemple, on est un phare, et on est dans une problématique qui est relativement nouvelle, en tout cas dans la gestion de cette difficulté, c'est qu'il faut qu'on gère cet avantage historique pour le rendre toujours stable et efficient demain. Alors, le sujet qui est un peu le fil rouge, alors rassurez-vous, de temps en temps, s'en écartera légèrement. Pourquoi? Parce qu'en parallèle des systèmes d'information, on verra la diversité. C'est tout l'intérêt d'avoir 3 présentations à la fois complémentaires, mais des points de vue différents. C'est quand même de voyager un petit peu. Si l'après-midi est propice à une petite évasion en amont du week-end, c'est de dire que l'exemple européen, c'est à la fois se rendre compte que l'on a beaucoup de choses en commun et des spécificités. Et la connaissance réciproque de nos avantages et inconvénients nous enrichit à chaque fois, nous fait réfléchir. On a par exemple entendu parler du bundle payment, c'est-à-dire du paiement au parcours. Une large littérature internationale y est déjà consacrée. Quelques exemples concrets sont en route, mais aussi on a
notre fil rouge aujourd'hui sur les systèmes d'information, une problématique commune, c'est comment faire vivre la donnée. Et tout le sujet du big data, dont la santé est un grand consommateur, aussi un grand producteur, c'est à la fois de donner de l'information, donner du sens à l'information, encore plus important, mais aussi de sécuriser. Alors dans les communications dont on a été récemment en charge, on a publié dans Parliament Magazine un article qui a fait un certain bruit sur le Smart Hospitals, c'est-à-dire le principe de l'hôpital communicant. Ça a été dit un petit peu ce matin sur une question de Patrick Gasser sur aujourd'hui est-ce qu'il y a des modules, l'équivalent des MVZ allemands, c'est-à-dire des structures satellites connectées sur l'établissement source, l'établissement référent. Oui, bien sûr, mais sous condition que les systèmes d'information suivent, que tous les acteurs de santé participent à l'élaboration de son contenu, et que l'accessibilité soit optimale, que le financement soit possible. Quand vous discutez avec les industriels des systèmes d'information, vous dites j'ai des choses merveilleuses en stock, hein, c'est 10 milliards d'euros pour les 5 ans à venir sur l'Europe. Oui, mais qu'est-ce qui va payer pour ? On a l'impression que c'est une évidence, mais ce n'est pas évident du tout. Et puis la dernière chose que je vais aborder, c'est celui de la sécurité. Alors, ces systèmes d'information, une dernière fois, le monde de la santé est un grand producteur, grand consommateur dans un intérêt majeur, qui est la coordination des acteurs. Mais un deuxième point de vue qui est essentiel, c'est ce pourquoi aussi on a le plaisir d'avoir des associations de patients ici, c'est que c'est la mobilité du patient. Le patient peut voyager avec ses données, en est dépositaire, doit pouvoir aussi y avoir accès où qu'il se trouve, et que cet outil communicant lui soit, entre guillemets, adapté, même si nous, professionnels de santé, nous avons notre propre cahier des charges, nos propres exigences. J'appuie sur le vert là-bas, c'est bon? J'essaye. Voilà. Alors, deuxième chose, je vous le montre, mais ça, c'est un petit clin d'œil. On a enfin réussi à faire ce qui nous paraissait essentiel, c'est l'argumentaire de qu'est-ce que l'hospitalisation privée peut apporter au niveau de la soutenabilité des systèmes de santé européens, et ce qu'on appelle donc ce fact-book, et vous êtes tous invités. Il y aura 120 places au Parlement européen à présenter. On a pu obtenir avec les politiques une date commune du 7 novembre. Bien sûr, on invitera le monde académique, le monde politique et l'administration bruxelloise à ce retour d'expérience du secteur privé. Je rappelle toujours, parce que ce n'est pas évident pour l'ensemble des participants, c'est que la France, c'est la fille aînée de l'hospitalisation privée en Europe. Il n'y a pas de pays, à peu de choses près, qui ait plus d'hôpitaux privés que la France. Quand j'explique à mes copains internationaux que la moitié de la chirurgie se fait en France, que 80% de la chirurgie ambulatoire se fait dans le secteur privé, tout le monde tombe des nues, ça n'existe pas ailleurs. Donc on a un temps d'avance, on a une expertise. Et puis je vais me dire, on a une qualité d'exercice dont on a toujours besoin, non pas de faire la preuve, mais de faire l'explication et la présentation. Mais en effet, moi, je n'ai pas honte de le dire, on est les bons élèves de la classe, à savoir qu'on a des prestations de qualité pour des coûts qui sont parfois, hélas, contraints. Cet aspect est essentiel parce que si j'ai un seul sujet au niveau européen, ça s'appelle la performance hospitalière. Je poserai la question, si vous voulez bien, tout à l'heure pour expliciter un tout peu ce qui se cache derrière. Mais aujourd'hui, plus qu'un seul sujet. Est-ce que l'hôpital est performant? Oui, non. Alors, ça c'est le sujet théorique de l'Union européenne des hôpitaux privés. Je prends un seul exemple pour montrer notre implication. Alors, par chance, je suis invité à un certain nombre non seulement de conférences, mais il faut monter patte blanche, ça prend beaucoup de temps. Je suis expert OMS pour les questions sur la qualité. On a beaucoup travaillé sur les événements indésirables et le reporting, c'est-à-dire non seulement colliger l'information, lui donner du sens, mais former les professionnels autour de ce reporting. C'est des exemples, mais aussi, et plus récemment, vous avez tous entendu au niveau de la grande presse les ransomware, les virus qui attaquent les systèmes d'information, dont l'hôpital est une des cibles potentielles privilégiées. Alors maintenant, je ne les appelle plus les ransomware, mais les killerware, c'est-à-dire c'est vraiment des logiciels qui un jour vont tuer des gens. Et on sort au niveau du principe de cybersécurité, donc on travaille avec l'ENISA qui nous invite. L'ENISA, c'est l'Agence européenne de la sécurité des systèmes d'information, tout venant, hein, mais une dernière fois appliqué aussi à la santé, et sur ces problématiques de sécurisation des réseaux, parce que si on est gros consommateur d'informations, il faut que celles-ci soient certes confidentielles, avec des règles d'accès, mais aussi non attaquables autant que faire se peut de l'extérieur. Et la dimension européenne est probablement, je dis bien probablement, une bonne dimension pour essayer de combattre ce problème qui va être à l'avenir un fléau mondial.
Très rapidement, dans la diversité de nos intervenants, on a eu le plaisir de compter sur Eurostat. Marlène, je vous présenterai rapidement à l'issue de cette brève présentation. Mais de quoi nous nourrissons-nous d'informations, de données statistiques? C'est à nous d'en prendre connaissance. 2 exemples très très rapides. Le nombre d'hôpitaux au niveau européen. J'ai choisi que 4 pays pour la clarté de l'exposé. Et clarté, mais aussi d'emblée, petite piste d'information. Comment voulez-vous raisonner sur l'optimisation d'un système de santé de dimension européenne quand déjà on regarde que la densité de lits pour 100 000 habitants est le double en Allemagne par rapport à la France? On va le voir après. Quelle densité de médecins disponibles pour la population, toujours pour 100 000 habitants, avec des proportions qui peuvent aller, elles aussi, du simple au double, mais avec des dynamiques qui ne sont pas forcément les mêmes par pays. Et à chaque fois, je me permets de redire, quand vous cherchez la pertinence d'un indicateur, on est obligé de réfléchir au niveau des systèmes de santé dans la globalité. Parce que si vous prenez les statistiques internationales des dépenses de santé, vous vous rendez compte que l'hôpital en Allemagne, vous avez vu qu'il y a 2 fois plus de lits qu'en France, en proportion ne coûte pas plus cher qu'en France. Alors, après, c'est à nous de décortiquer ces informations pour savoir où se trouvent les règles de pertinence organisationnelle. Les durées de séjour moyennes en Allemagne sont près du double des durées de séjour en France. Inversement, quand on voit les durées de séjour dans les pays scandinaves, on a quelques experts du système, Marc en l'occurrence, ça fait 15 ans que le virage ambulatoire, enfin, excusez-moi, tarte à la crème, c'est les réformes technologiques qui ont très clairement permis cette possibilité de soins de qualité, analgésie, technologie non invasive, retour au domicile. Cette plasticité du tissu hospitalier, en l'occurrence privé, est guidée par les évolutions technologiques et doivent être en permanence réintégrées dans l'ensemble des organisations, nombre de médecins, nombre de lits d'hospitalisation, mais ça veut dire l'amont, l'aval, etc. Tout ça sont des informations cruciales à garder en tête pour essayer de voir quel est le mode d'organisation qui peut être vertueux. Alors je ne dis jamais décalqué, mais qui permet de réfléchir, je reprends le mot perspective également, à des perspectives d'optimisation d'organisation. Très rapidement, mais c'est pour justifier ma présence, alors ça ressemble un peu à mes photos de vacances, ceci c'en est à la fois à jamais, mais j'ai le plaisir d'être en contact avec le commissaire européen, avec les ministres de la Santé de certains pays, même président de la République occasionnellement, qui s'intéressent au système européen, au système français, de travailler à l'international avec l'OMS, l'OCDE, entre autres, et ce privilège du secteur privé, m'en veuillez pas, c'était excessivement difficile à acquérir. Donc cette petite prétention qui est en fait qu'un clin d'œil, dire c'est que oui, on a enfin voix au chapitre, n'a pas été facile, il faut rester modeste. On arrive avec, comment dire, non pas un passif, mais une suspicion, de dire quelle est la philosophie du système de santé privé, comment s'inclut-il dans la régulation efficace au niveau, en l'occurrence hospitalière, mais globale, au bénéfice du patient. Tout ça nécessite très clairement un travail d'approche simple, basé sur la qualité et la performance. D'où les difficultés qu'on peut avoir aujourd'hui, y compris sur le territoire national, concernant les problèmes dits de compétition ou de concurrence. Aujourd'hui, il nous est demandé d'être complémentaires dans l'offre de soins. Mais ça a été dit également ce matin, il y a une sorte de benchmarking positif du fait de positions réciproques qui permet aussi d'optimiser le service rendu, et ce n'est pas négligeable, on peut en être vecteur. Pour terminer ma présentation, ça me permettra d'introduire, en l'occurrence, Paolo Rotelli. Il y a 2 ans, on a eu le plaisir de faire un deuxième grand congrès international qui était à Milan, dans un de ses établissements phares, qui est un hôpital privé, certes, mais un hôpital de référence, universitaire, avec une université de médecine privée, et qui est une des références absolues en Italie, j'ai le grand plaisir de le rappeler, c'est pour montrer la diversité des modes d'exercice et des qualités intrinsèques du secteur privé, y compris dans la recherche et l'enseignement. Alors, le temps est de présenter très rapidement nos invités. François Blanchecotte qui va commencer son intervention. Alors, il m'a demandé avec une fausse pudeur de ne rappeler que sa fonction de président de syndicat des biologistes de l'URPS Centre-Val de Loire. Vous verrez, il a des tas d'autres cordes à son arc et il n'arrive pas à déguiser du tout, mais avec une expertise, en tout cas sur le niveau international et système de santé remarquable. J'ai l'immense plaisir de présenter dans la suite Marlène de Smet. Alors Marlène vient de Luxembourg.
où elle travaille pour Eurostat. Marlène a toutes les qualités, puisqu'elle a d'abord été médecin, ensuite médecin du travail, ensuite engagée dans les systèmes sociaux, devenue responsable du système statistique au niveau d'Eurostat concernant la santé, et maintenant elle a évolué de façon encore un peu plus globale sur l'espace social européen. Son expertise est remarquable et je lui ai demandé de venir pour justement montrer quels sont ses outils, quels sont ses donneurs d'ordre, quel type d'informations elle peut produire, et puis surtout comment nous aussi on peut s'enrichir des informations fournies par une analyse comparative européenne pour réfléchir ensemble, être partenaires des changements qui nous attendent. Et enfin, Paolo Rotelli. Alors Paolo, j'ose plus le présenter, puisque c'est la deuxième fois qu'il vient. Il a mis un costume presque discret aujourd'hui, mais ceux qui étaient déjà là se souviennent de sa verve, de son talent. Et je citerai volontiers un alexandrin bien classique que la valeur n'attend pas le nombre des années. Et Paolo donc préside le groupe San Donato, dont je vous ai présenté l'hôpital San Raffaele, hôpital de référence, et nous fera part de son expérience riche et très innovante, comment réfléchir à la santé de demain et comment se servir des systèmes d'information pour réussir cet immense challenge. Voilà, François, tu as la parole, et une dernière fois, on va essayer faire nos présentations un petit peu concentrées pour après vous offrir un temps de discussion à l'issue de celle-ci. Merci à tous.